Nous sommes très engagés envers la question climatique et vous aussi dans votre programme vous abordez cette question et c'est notamment un des thèmes centraux de votre campagne présidentielle. Dans votre ouvrage La règle verte pour l'écosocialisme, publié en décembre 2012, vous affirmez vouloir préserver l'écosystème qui rend la vie humaine possible, grâce à une planification écologique. Si vous êtes élu, comment appliquerez-vous concrètement votre règle verte à la France en 2022 ? Plus précisément sur la question écologique, vous plaidez une sortie totale du nucléaire d'ici 2030. Pour rappel, le nucléaire est tout de même à l'origine de 70% de la production d'électricité en France actuellement. Pourquoi, selon vous, faut-il sortir du nucléaire et que proposez-vous comme alternative viable ? Quel est précisément votre calendrier de sortie du nucléaire ? Bon, je ne me rappelle plus le début. Ah oui, non, c'est la règle verte. Oui. Non, non, mais vous faites des très bons résumés. Je m'aperçois que vous m'avez lu et vous avez lu le programme, ce qui est quand même bien. Parce qu'en général, c'est les journalistes qui me posent des questions et ils ont surtout lu la page où il y a l'horoscope. Bon, alors, ils ne savent pas très bien ce que je raconte, ça les intéresse moyennement. Mais là, vous avez lu dans le détail. Alors, la règle verte, c'est un objectif extrêmement ambitieux dont je reconnais que la mise en œuvre technique n'est pas simple. Hein. Mais moi, je crois aux défis techniques. Et notamment pour les ingénieurs, les architectes, sont des intellectuels. Hein. Et je sais que chaque fois que j'en ai rencontré, école des mines ou ailleurs, jamais j'en ai vu un me dire « Ah non, non, ça c'est trop compliqué, on ne va pas en discuter ». C'est l'inverse, plus c'est compliqué, plus ça les excite. C'est normal, c'est leur forme particulière d'intelligence que d'essayer de trouver des solutions techniques aux problèmes techniques. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que le moment venu, nous serons aidés de toutes les manières possibles si on leur demande de le faire. La règle verte consiste à dire qu'on ne prend pas à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer dans un délai raisonnable. Ce qui signifie que dans toutes les entreprises où l'on produit, il faudrait établir un tel bilan. Et savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est reconstitué, dans quel délai. Et je dis bien reconstituer, pas compenser. Parce que la grande arnaque actuellement, c'est de dire je pollue comme une bête, mais je m'en fous, je compense, je vais aller planter des arbres, je ne sais pas où, en leur demandant de bien vouloir absorber le CO2. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arrêter de détruire, c'est d'arrêter de détruire notamment l'atmosphère que nous respirons et le climat dans lequel les êtres humains, d'une manière générale, vivent. Alors ça, c'est la règle verte. Mais en même temps que la règle verte, ou plus exactement dans l'urgence, il y a la réduction de la production des gaz à effet de serre pour atteindre le point neutre où on récupère autant que ce qu'on produit et on produit de moins en moins de gaz à effet de serre. Ça, c'est une énorme tâche économique, industrielle, qui nécessite de changer de fond en comble. La production, ça vous arrivez facilement à l'accepter. Le process de production, c'est-à-dire quelles sont les machines qu'on met en route, quelle est la matière première qu'elles utilisent, quelles sont les qualifications. Je le dis parce que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de le dire pour que ça soit fait. Mais si vous n'avez pas les ouvriers, les salariés, les femmes et les hommes hautement qualifiés capables de le faire, vous pouvez décider ce que vous voulez, personne ne le fera. Hein. Et donc, si vous voulez la transition, ou plus exactement, moi j'appelle ça la bifurcation écologique, vous avez la nécessité impérieuse au point de départ de former les gens qui vont être capables de faire cette bifurcation. Sinon, tout ce que vous racontez, c'est du blabla. Ça n'a pas de sens, ça ne se fera pas. C'est pour ça que je vais en parler à propos de la date et du calendrier sur le nucléaire. Donc, changer les process de production, changer les matériaux. Mais il y a une chose qu'on accepte beaucoup moins d'entendre, c'est qu'il faudra aussi changer les consommations. Alors, d'aucuns disent, mais alors là, ça va être carrément la dictature, vous allez décider à notre place ce qu'on va manger. Et j'ai entendu ça sur un plateau de télé par une personne exquise et cultivée, Madame Léa Salamé, qui a dit « Oui, c'est quand même pas à l'État de décider les légumes qu'on va manger. » Bah, ça tombe bien, je n'avais pas l'intention de le faire. Mais comment a-t-elle pu comprendre que c'est ce que je comptais faire en disant qu'il fallait 5 légumes, fruits et légumes, à petit prix? Bon, je vois à peu près, sans être offensant pour qui que ce soit, je me mets dedans, hein, à quel milieu social nous appartenons tous ici. Mais quand vous voyez à la télé qu'on vous dit chaque jour 5 fruits et légumes pour être en bonne santé et cracher le feu, il faut se dire qu'il y a des millions de gens pour qui c'est même pas un rêve d'avoir 5 fruits et légumes par jour, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se les payer. Et que si vous avez 5 fruits et légumes et qui sont bourrés de glyphosate et de néonicotinoïdes, ben mangez-les si vous voulez, mais ce n'est pas une bonne idée. Et peut-être que tout ce qu'on mange, qui est absolument répugnant, qui a donné la catastrophe de la crise de l'épidémie de diabète dont personne ne parle, plus 46% en 20 ans, ou
d'obésité, dont personne ne parle, et qui elle aussi est en pleine expansion, ben on ne règle aucun problème. Donc voilà pourquoi je dis que l'agriculture doit être changée, les méthodes de production, et que tout commence par le fait qu'on recrute les gens pour le faire. Pour faire une agriculture bio, si vous payez mieux, ça va avoir une conséquence. Ce que vous mangerez coûte plus cher. C'est à vous d'apprendre que les 30 Glorieuses ont été basées sur la surexploitation des paysans. On a fait baisser le prix de la nourriture de 20% d'un budget familial à 9%. Alors évidemment, tout le monde avait l'impression de vivre mieux. Mais il faut savoir de quel prix on l'a payé pour les paysans et pour ce qu'on a mangé nous. Et ainsi de suite. Donc, il y a une étroite connexion entre les niveaux de salaire et la bifurcation écologique. Vous n'aurez pas d'agriculture bio si vous ne payez pas mieux les gens. C'est tout simplement pas possible. Parce que vous n'aurez pas de paysans pour faire de l'agriculture bio s'ils doivent être payés avec des lance-pierres, comme c'est le cas dans beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, vous avez plus de misère dans la paysannerie, vous avez plus de suicides dans la paysannerie que dans n'importe quelle autre profession. Vous avez les écarts de salaire les plus grands sont dans la paysannerie. Je prends juste cet exemple. Il y a plus de 400 000 paysans, il y en a moins que d'étudiants. Pour vous dire que si vous voulez qu'on fasse la cantine gratuite et bio pour tous les enfants de France, il faut trouver 300 000 paysans. Alors, comment je fais? 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysan. 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysan. Non, évidemment non. Il faut donc que vous ayez envie de le faire, pas vous. Parce qu'on n'a pas payé vos études jusque-là pour que vous alliez faire autre chose après. Parce que j'en ai rencontré, moi, des gens qui ont changé de carrière. Électro, machin chose, et je le retrouvais en train de planter des carottes, bravo. Mais ce qu'a représenté comme investissement d'avoir un technicien de très haut niveau, c'est à la société que c'est dû. Vous voyez, tout ça se tient. D'où l'importance de la planification. Si vous ne planifiez pas, ça ne sert à rien. Alors après, je viens sur le nucléaire. Évidemment, c'est une question qui est nodale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire sans énergie. Le fondement de la civilisation humaine, c'est l'utilisation de l'énergie. Au départ, c'est l'énergie humaine. Et puis après, on a fait le feu. On ne peut plus revenir en arrière. Hein. Mais le premier élément d'énergie qu'on a tiré, c'est l'énergie de la flotte. C'est-à-dire le fait de transporter par les fleuves. Les premières villes naissent le long des fleuves, les marchandises. Donc, ça valait la peine de produire plus que pour soi-même, puisqu'on pouvait le transporter pour aller le proposer à d'autres. Vous voyez? Et puis c'est vrai pour n'importe quelle activité. On a besoin d'énergie. Donc ce n'est pas raisonnable de ne miser que sur la baisse d'énergie, même si c'est absolument nécessaire. Nous avons absolument la nécessité de faire de la sobriété énergétique, consommer moins d'énergie. Mais l'énergie que nous produisons, nous devons la produire autrement. Ceux qui ont fait les centrales nucléaires, ils pensaient bien faire. Je ne leur jette pas la pierre. Mais maintenant, on sait que c'est dangereux. Il y a des gens qui osent vous dire non, il n'y a pas de danger. Mais vous êtes des menteurs. Ça n'existe pas. Un phénomène comportant 0% d'alternative, ça n'existe pas. Le déterminisme scientifique, il comporte un principe d'incertitude. Mais vous prétendez que ça s'applique à tout sauf au nucléaire. Mais même si vous n'avez qu'1% de risque, quand ce pourcent a lieu, il est à 100% de conséquences. Vous êtes dans un pays où il y a 56 réacteurs nucléaires. 40 millions de Français vivent à moins de 100 km d'une centrale nucléaire. Pourquoi je vous parle de 100 km? Parce que c'est la distance entre Fukushima et Tokyo. Donc stop avec le déni. Non, il n'y aura pas de problème, il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu. Et toutes les raisons qui sont invoquées ne tiennent pas debout. L'indépendance, il n'y a pas d'uranium en France, il faut aller chercher en Azerbaïdjan. Vous savez comment on le paye? En fermant notre grande bouche devant les crimes qui s'y commettent. Sinon, il y en a au Niger. Et à votre avis, quel est le coût de cette affaire? La plus grosse base militaire française, elle est au Niger. Donc il ne faut pas dire on est indépendant, donc ça vient tout seul, on va sur le marché, on achète notre uranium, etc. C'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Deuxièmement, ça dépend du climat. Troisièmement, le nucléaire a été affecté par le néolibéralisme. Vous avez jusqu'à 50 sous-traitants sur un site. 50 sous-traitants, évidemment, vous pensez tous que tout va bien, que tout le monde a été recruté dans les meilleures conditions, travaille dans les meilleures conditions. Vous savez comme moi que ce n'est pas vrai. Alors maintenant, regardez en face la chose suivante. Ceux qui veulent me dire qu'il n'y a pas de risque, vous laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler si jamais il y a un problème. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura un problème avec la centrale de nos gens? Vous savez où elle est? C'est la seule centrale nucléaire du monde qui a été construite en amont du fleuve qui dessert la capitale. Par conséquent, si vous avez un problème, on refroidit la centrale avec l'eau du fleuve.
derrière vous avez une forêt. Si vous avez un problème, dites-moi, les mêmes qui me disent qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y en aura pas. Admettons. Mais s'il y en avait un, qu'est-ce que vous avez prévu pour déplacer 12 millions de personnes? Parce que vous avez 12 millions de personnes à 100 km de la dite centrale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Vous voulez le savoir? Vous n'allez pas dormir ce soir. Rien. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Rien. Ouvrir le barrage de l'Aube pour que la flotte sorte du barrage de l'Aube, passe dans la Seine et jette toute la cacafouilla dans la Manche. Après, c'est plus notre affaire. Et l'eau, on ira la chercher dans la Marne. Alors vous avez tous intérêt à acheter une patte de lapin ou un fer à cheval pour que ce jour-là, il ne pleuve pas. Et surtout qu'il n'y ait pas des nuages entre la Seine et la Marne. Tout ça n'est pas sérieux. Après Fukushima, après Tchernobyl, ce n'est pas sérieux d'en rester à ça. Et moi, j'assume, oui, je dis j'assume, c'est à la mode de parler comme ça, mais je veux dire clairement et franchement, oui, on doit sortir de ça. Vous savez combien de temps ça prend? 5 heures. Vous appuyez sur un bouton, les barres de graphite descendent et terminé, il n'y a plus de réaction nucléaire. Après, il faut tout déménager. Donc le problème, ce n'est pas sortir du nucléaire au sens de on arrête le nucléaire. Le problème, c'est à quelle vitesse on est capable de faire monter la production d'énergie alternative. Est-ce qu'il s'en donne seulement la peine? Non. Qu'est-ce qu'il a annoncé hier, France 2030? Qu'il va mettre des petites centrales partout, paraît-il. Donc on va multiplier le risque. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la centrale de Nogent. Je pourrais vous parler de celles qui sont dans la vallée du Rhône, où se trouve concentrée l'industrie chimique. Il y a bien ici des gens qui s'intéressent aux questions militaires. Est-ce que vous pensez que c'est une solution intéressante pour la sécurité nationale que d'avoir comme ça 40 réacteurs dans un endroit où tout peut sauter en même temps? Un coup au bout, il n'y a plus de France. Alors, si vous êtes raisonnable, vous direz, ah ben non, on ne va pas faire comme ça. On va installer des batteries antimissiles. On va installer. On verra un jour ou l'autre. En attendant, Greenpeace a fait la démonstration qu'on rentre dans ces centrales comme dans un moulin. L'EPR, qui n'est toujours pas fini, qui a 10 ans de retard, qui coûte un fric fou, eh bien cet EPR, le plan de l'EPR, il est passé sur tout l'Internet. Avec non seulement le plan de la machine, mais le plan de la sécurité, et ainsi de suite. Voilà. Alors on s'en fout. Aujourd'hui, c'est ça l'attitude. C'est on s'en fout. C'est pas le sujet. Et c'est comme ça depuis le début. Je plaide contre moi-même. Moi, je n'ai pas compris ça au début. Notamment dans les années 70, parce que le débat a déjà eu lieu à ce moment-là. Des tas de gens ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous ne nous demandez rien du tout, vous créez des centrales de tous les côtés, c'est pas sûr, c'est dangereux, il y a un problème, et enfin, il y a le problème des déchets, qui ne sont jamais pris en compte dans la solution, quand on met en avant la solution nucléaire. J'aimerais vous convaincre de tout ça. Alors, il faut remplacer. Ben, ça va, quoi, bon, on a vécu sans le nucléaire. Alors, du charbon, à chaque fois on me dit ça. Vous voulez le charbon? Mais non, j'ai pas dit ça, moi. Et la géothermie, ça n'existe plus, il n'y en a plus, c'est terminé. En région parisienne, on ne sait pas le faire. Bien sûr que si, on a une couche pour ça. On avait commencé à faire des forages très profonds. Il y a un seul endroit où ça se fait dans le monde, c'est en Australie. Et il y a un deuxième endroit où on s'est mis à faire un grand trou, c'est à Soult-la-Forêt, on a fait un trou jusqu'à moins 3500 mètres. Pas mal, hein? Bon, ils sont tombés sur de l'eau chaude, ils ont arrêté. Bon, ils ont remonté l'eau chaude, et nous, les Français, comme on est très forts, on a donc 2 tubes qui sortent de terre, un pour descendre la flotte, l'autre pour la remonter, et puis on regarde tout ça. Pendant ce temps, les Allemands, de l'autre côté, ben, ils ont fait une trentaine ou une quarantaine d'installations avec la même technique. Donc on peut. Et les hydroliennes? Ah, les hydroliennes, on va mettre des machines dans la mer. On en a mis une au rat Blanchard. Elle se prenait des parpaings de 5 kilos sans blémir. On en a mis une. Il n'y a qu'un seul rat Blanchard. Donc on ne va pas en mettre 50. Mais déjà, puisqu'on en avait mis une, on aurait pu au moins la laisser. Non, on l'a enlevée, on arrête l'expérience. Et les mêmes ensuite viennent la bouche enfarinée, vous dira, mais il n'y a pas d'autre solution, sinon, M. Mélenchon, c'est le charbon. Hydrolienne, c'est un grand mot. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut mettre que les hydroliennes de la mer, mais puisqu'on est en mer, on peut en profiter pour mettre des machines qui fonctionnent à la houle, pour mettre des machines qui fonctionnent à la différence thermique entre le fond et la surface. Tout ça, ça existe. Ces machines existent. Alors on peut les développer vite, fort. Et puis les hydroliennes, je vous rappelle que ce pays était couvert d'hydroliennes à une époque. Il y en avait 100 000, ça s'appelait des moulins à l'époque, les hydroliennes en question. Alors hydroliennes, c'est plus moderne, mais sur tous les cours d'eau,
français, il y a la possibilité de mettre des machines qui captent l'énergie de la flotte qui descend vers la mer. Donc il ne faut pas dire ce n'est pas possible. On aurait pu aussi dire c'est pas possible de faire des centrales nucléaires, parce qu'il n'y avait aucun procédé français pour le faire. Le nucléaire que nous utilisons, il fonctionne avec une licence Westinghouse qu'on a racheté par morceaux aux Américains. Donc c'est pas vrai que c'est le nucléaire français, c'est pas vrai. Donc on peut le faire pour bien d'autres techniques. Mais alors on ne vend pas les entreprises qui savent faire les machines, on ne vend pas Alstom, en tout cas la partie d'Alstom qui fabriquait les éoliennes qu'on peut mettre offshore en mer. Hein? Le seul parc qu'il y a en mer en face aux États-Unis, il a été fait avec des machines Alstom. C'est les Français qui l'ont construit. Ça n'a pas traîné, hein. Les autres nous ont racheté de force Alstom. Je pourrais vous donner comme ça beaucoup d'exemples. Nous pouvons le faire. Alors évidemment, il va falloir s'y mettre. Et nous utiliserons tous les moyens pour convaincre de faire vite. On peut faire vite, on peut faire fort. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez un changement climatique qui vous donne des épisodes méditerranéens comme ceux que vous avez vus dans le sud du pays, ça concerne aussi les centrales nucléaires. Vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre ce pays en sécurité. Le seul choix que vous avez, c'est entre les méthodes que vous allez inventer dans votre génération pour faire ça vite. Sinon, vous aurez droit à la catastrophe, ce qu'évidemment, je ne souhaite pas plus que vous, mais je suis dans une grande angoisse sur le sujet quand je vois le niveau de désinvolture de ceux qui décident, à commencer par notre président, qui veut foutre des centrales maintenant partout, des petites centrales. Tu parles d'une trouvaille. Voilà, j'ai dit, alors mon calendrier, ça va aller en 2030. J'ai dit 2030 parce qu'il fallait bien dire quelque chose. Le scénario de Négawatt, c'est pas 2030, c'est 2040. J'ai dit 2030 parce que j'ai pas envie qu'on me joue la comédie, si je suis élu, qu'on me dise, oui, ben on va s'y mettre, hein, puis en même temps, vous voyez, on a le temps. Hein. Non, on n'a pas le temps, c'est maintenant et tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit 2030. Je ne sais pas si c'est possible à 2030, mais je vous garantis que si je suis élu, on va tout faire pour que ça soit 2030, et même plus tôt si on peut. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, je suis inquiet quand je vois que même des gens qui sont censés être très sensibles à la question du nucléaire commencent à dire « Ah ben si ça prend 5 ans ou 10 ans de plus, je ne vais pas me fâcher. » Ben si, moi je vais me fâcher. Si c'est moi le président, oui, je me fâcherai. Parce que je ne peux pas supporter qu'on repousse sans cesse une décision qui est aussi nécessaire que celle-là.